L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un crime si marquant qu'on l'a surnommé le crime du siècle. Ce n'est pas tant le meurtre lui-même qui a choqué l'Amérique, mais l'identité des coupables. Deux jeunes hommes issus de l'élite, brillants, arrogants et persuadés d'être supérieurs aux autres. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas seulement un fait divers, c'est le récit d'une dérive intellectuelle et d'une relation toxique où le génie dérape et se transforme en horreur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes comme moi passionné par l'étrange, le sombre et le mystérieux, ici chaque semaine je vous emmène dans une nouvelle affaire racontée avec soin et précision. On y va? Allez, c'est parti. Le 21 mai 1924, Jacob Franks rentre chez lui, dans son manoir de South Kenwood, un quartier d'élite à Chicago. Ancien banquier et magnat de l'immobilier, il possède une fortune colossale. Jacob est impatient de retrouver sa femme Flora et leurs 3 enfants, Joséphine, 18 ans, Jack, 16 ans, et Bobby, 14 ans. Mais ce soir-là, il est accueilli par l'angoisse de sa femme. Leur plus jeune fils, Bobby, n'est pas rentré de l'école. Il est 18 heures passées et personne ne sait où il est. Bobby est un bon garçon, très intelligent. Il fréquente une prestigieuse école de garçons à 2 pas de chez eux. Il est dans l'équipe de débat et bat régulièrement les élèves plus âgés. Il est travailleur, gentil, un vrai leader. Mais il a un défaut. Il est souvent en retard. Et ça, Jacob le sait. Alors il essaye de calmer Flora. Peut-être que Bobby a juste perdu la notion du temps. Leur fils aîné entre à ce moment-là et suggère que Bobby est peut-être chez leur cousin Richard, juste en face. Richard a 18 ans, Bobby en a 14, mais ils sont proches. Ils jouent souvent au tennis ensemble sur le court privé des Lobes. Jacob traverse la rue pour vérifier. Mais la maison est calme, vide. Le court de tennis est désert, il n'y a personne. En revenant chez lui, il retrouve Flora encore plus agitée. Elle a appelé un des amis de Bobby qui lui a dit que Bobby avait arbitré un match de baseball après l'école, puis était reparti à pied vers 17 heures. Le terrain en question, il est à 3 rues de la maison. Il devrait être là depuis longtemps. Ok, alors là, Jacob commence à paniquer aussi. Il appelle un ami, un ancien sénateur d'État, pour l'aider à chercher dans le quartier. Ils vont jusqu'au terrain de baseball, mais pas de match. Rien. Il pense que Bobby a pu passer par l'école pour récupérer quelque chose. Peut-être s'est-il retrouvé enfermé à l'intérieur. Il trouve une fenêtre ouverte, entre et fouille toute l'école, mais aucun signe de Bobby nulle part. En revenant au manoir, il trouve Flora allongée sur le sol du salon, inconsciente, le téléphone décroché à côté d'elle. Elle finit par reprendre connaissance en sursaut et éclate en sanglots. Après le départ de Jacob, elle a reçu un appel anonyme. Un homme lui a dit que Bobby avait été kidnappé, qu'il était vivant pour l'instant, mais que s'ils allaient à la police, il lui arriverait quelque chose de terrible. Puis il a raccroché, et Flora, elle, sous le choc, s'est évanouie. Toute la nuit, Jacob, Flora et leur ami débattent. Faut-il alerter la police ou obéir aux ravisseurs? Ils décident finalement d'impliquer les autorités, mais en secret. Le sénateur a des contacts. Il rencontre un haut gradé de la police qui leur jure discrétion. L'enquête commence. Le lendemain matin, le 22 mai, Jacob et Flora reçoivent une lettre. Une rançon de 10 000 $ à leur remettre en coupures de 20 et 50 $. L'auteur affirme que s'ils payent, leur fils leur sera rendu. Jacob va immédiatement retirer l'argent. Au même instant, chez un loueur de voitures, un certain Morton D. Ballard rend une voiture de luxe, une Willys Knight. Son ami Lewis Mason l'attend dehors. Ensemble, ils prennent la route. Mais derrière cette apparence de normalité se cache un plan prémédité depuis des semaines. En effet, le 7 mai 1924, soit 2 semaines avant la disparition, Morton D. Ballard entre dans un hôtel de Chicago, le Morrison, et loue la chambre 1031. Grâce à cette location, il obtient une adresse physique à laquelle il peut recevoir du courrier. Il vient certes récupérer son courrier, mais ne monte jamais dans sa chambre. Si bien qu'un jour, une femme de chambre intriguée ouvre une de ses valises. Elle s'attend à des vêtements ou des affaires de toilette, mais à l'intérieur, il n'y a que des livres de bibliothèque. Peu après, Morton disparaît. Il ne vient plus, ne récupère plus son courrier, ne règle pas non plus sa note. Il s'est tout simplement volatilisé. Le 9 mai, soit quelques jours seulement après la réservation de la chambre d'hôtel, Morton ouvre un compte bancaire à Chicago.
Ce compte lui permet de louer une voiture. Une Release Night. La société de location, ne laissant pas n'importe qui prendre une voiture de ce type, demande une référence pour montrer que le client a bien les moyens de louer cette classe de véhicule. Référence que son ami, Lewis Mason, lui donne. Le 21 mai, jour de la disparition, Morton et Mason circulent dans South Kenwood en parlant de trouver une victime à laquelle s'en prendre. Il aura fallu qu'ils croisent Bobby Franks, marchant seul en direction de sa maison. Lewis le reconnaît. Il engage la conversation, prétextant une question sur une raquette de tennis et lui propose de le ramener chez lui. Bobby ne se méfie pas. Il monte à l'avant. Morton conduit, Lewis est à l'arrière. Alors qu'il roule tranquillement, Lewis sort un ciseau à bois de sa poche. Il se penche en avant et frappe Bobby à la tête. Encore et encore, Bobby hurle et tente d'esquiver les coups qui pleuvent. Lewis le tire d'un coup en arrière, lui enfonce un chiffon imbibé de chloroforme dans la gorge et le maintient jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Bobby est mort asphyxié et terrorisé. Morton, lui, pendant ce temps, conduit, sans un mot, en direction de la réserve de Wolf Lake Forest, à la frontière entre l'Illinois et l'Indiana. En chemin, ils s'arrêtent tranquillement dans un restaurant, mangent des hot dogs, boivent une bière, tout ça avec le cadavre encore chaud de Bobby sur le plancher arrière de la voiture, à peine dissimulé. Arrivés dans l'Indiana, ils sortent le corps. Morton lui tient les pieds, Mason la tête. Il le déshabille, lui verse de l'acide chlorhydrique sur le visage et les parties intimes pour compliquer son identification. Il le dépose complètement nu et vulnérable dans un conduit de drainage sous une voie ferrée. De retour à Chicago, Morton appelle Flora, prétend que Bobby est en vie et que les instructions pour la rançon seront communiquées prochainement. Il brûle ses vêtements, nettoie la voiture, puis joue aux cartes. Mais n'est pas criminel qui veut, le destin les rattrape vite. Le corps de Bobby est retrouvé dès le lendemain par un ouvrier. Et juste à côté, une paire de lunettes. La police informe donc les Franks qu'on a retrouvé le corps d'un jeune garçon méconnaissable qui portait vraisemblablement des lunettes. Cette description rassure Jacob, qui confirme aux enquêteurs que jamais son fils n'a eu besoin de porter de lunettes. Mais on demande quand même une confirmation visuelle. C'est son oncle qui, chargé d'aller lever tout doute face au corps, ne peut que confirmer qu'il s'agit bien de celui de Bobby et que les lunettes ne lui appartiennent pas. Alors ces lunettes deviennent un indice, surtout qu'elles ont l'air spéciales ces lunettes. Un modèle extrêmement rare, vendu dans un seul magasin et à seulement 3 clients. Le vendeur les identifie immédiatement. Elles ont été achetées par une vieille dame qui les possède toujours, un homme en voyage d'affaires en Europe depuis plusieurs semaines et qui confirme les avoir avec lui, et par un certain Nathan Léopold, un jeune habitant seulement à 3 blocs de chez Bobby. Tout s'effondre. Morton, c'est lui, Nathan Léopold, 19 ans, fils d'un grand industriel à la tête d'une fortune immense. C'est un esprit incroyable, un génie. Déjà diplômé à l'université de Chicago et ornithologue respecté, il parle une 12aine de langues et son QI est qualifié de hors norme. Nathan s'apprête à reprendre les bancs de l'école en licence de droit à la prestigieuse université de Harvard. Tout près de Léopold, gravite son inséparable ami, permettant ainsi d'identifier également Lewis Mason. Il s'agit de Richard Lubb, 18 ans, le fameux cousin et ami chez qui Bobby va souvent jouer au tennis. Richard est aussi un esprit brillant, il est charismatique, charmant. Il a été diplômé à 17 ans seulement et depuis boit, joue et séduit les filles. Son père, de fierté que son fils ait obtenu son diplôme aussi vite, lui offre son propre terrain de golf pour marquer le coup. Ok, son père n'est autre que le vice-président de Sears, une chaîne de supermarchés non alimentaires extrêmement connue aux États-Unis. Il est à la tête d'un empire financier démesuré. Mais ce qui les lie, outre leur intelligence supérieure et leurs conditions privilégiées, c'est un pacte, scellé 3 ans plus tôt, lors d'un trajet en train privé durant lequel ils ont partagé leur fantasme le plus puissant. Léopold avoue secrètement et honteusement être homosexuel, ce qui n'est absolument pas accepté et même illégal dans les années 1920. Il est amoureux de Lubb, sans vraiment oser le lui dire. Richard, lui, il avoue qu'il rêve d'être un grand criminel,
qu'il a commencé discrètement sa carrière de petit larcin, de petit vol, mais que ça ne lui suffit plus, il en veut plus, il veut goûter au meurtre. Leur lien est profond, malsain. Nathan, qui aurait été abusé par sa gouvernante dans l'enfance, idolâtre Richard. Et Richard, obsédé par le crime, trouve en Nathan un complice dévoué. Leur pacte est clair. Richard offre son corps et Nathan, en échange, partage ses fantasmes de violence. Ensemble, ils cherchent à expérimenter le crime parfait. Ils commencent alors à voler des voitures, casser des vitres avec une batte de baseball, s'introduire chez les gens. C'est d'ailleurs lors d'un de ces casses qu'ils vont voler la machine à écrire qui leur servira à écrire la lettre de rançon. Leur mobile ? Ils en ont pas. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont juste envie de dominer. Ils croient au concept du surhomme de Nietzsche, le philosophe allemand. Un concept fort et profond disant que le surhomme n'est pas un super-héros avec une cape, mais plutôt quelqu'un qui a trouvé le courage d'être pleinement humain, terriblement humain même, en faisant de son mieux de par sa perception de la vie, pour devenir toujours une meilleure version de lui-même. Mais ça, les garçons le déforment. Selon eux, le surhomme les place au-dessus de la morale, des lois et de la vie humaine. Leurs conditions leur donnent tout. Tuer Bobby, c'était une expérience, une démonstration de toute puissance, prouvant qu'ils sont tellement au-dessus de tout qu'ils en ont même le droit de tuer. Interrogés, ils nient, puis se contredisent. Le 31 mai, ils avouent tout. Le plan, les faux noms, le meurtre. La presse s'enflamme. Quoi ? 2 gosses de riches brillants qui tuent un enfant pour le frisson ? Pendant que ces arrogants se jouent de la police, une fois inculpés, se faisant livrer des pyjamas en soie et évitant les cellules froides pour le confort d'un hôtel particulier, la famille Franks est face à la dure tâche d'enterrer leur plus jeune fils. Ce sont 8 amis d'école de Bobby qui, un beau jour de printemps, un jour parfait pour jouer au baseball, portent son cercueil hors de la maison. Le cercueil est recouvert de fleurs. Et ils l'amènent jusqu'au mausolée de la famille Franks, au cimetière de Rose Hill. Ils étaient bien jeunes, et leurs mains glissaient sur les poignets. À l'annonce de l'inculpation, leurs familles respectives, malgré le choc de découvrir que leur tendre fils avait été capable de pareille horreur, décident de les soutenir, de les sauver. Ils engagent alors le meilleur avocat de l'époque pour la modique somme de 65 000 $. Maître Clarence Darrow, une légende du barreau. Ils savent bien que pour ce crime, leurs fils seront condamnés à la peine de mort. Et Darrow, lui, y est farouchement opposé. Le procès n'est pas contesté sur les faits, les garçons ont avoué. Ce n'est pas un procès pour prouver leur innocence, mais un procès pour leur sauver la vie. Darrow prononce une plaidoirie de plus de 12 heures sans interruption. Et il dira « Nom de Dieu, si l'état dans lequel je vis n'est pas plus humain et plus juste, plus intelligent que ceux qui commettent les actes malveillants, alors je regretterai amèrement d'avoir déjà vécu si longtemps. » Il ne cherche pas à excuser l'inexcusable, mais il supplie le juge de ne pas répondre à la violence par la violence. Il parle de leur jeunesse, de leur déséquilibre psychologique, de l'idée qu'ils étaient supérieurs de par leurs conditions. Finalement, ce n'est pas de leur faute, c'est le système qui les y a poussés. Et ça marche. Nathan Leopold et Richard Loeb sont condamnés à la prison à vie pour homicide au premier degré, alourdis de 99 années supplémentaires chacun pour le kidnapping. Mais au grand soulagement de leurs parents, ils évitent la potence. Ils sont incarcérés ensemble dans la Joliet State Prison pendant 6 mois, après quoi Leopold, plus âgé, est transféré à la prison de Stateville. La famille Franks, elle, ne se relèvera pas de ce drame. Jacob décédera 4 ans après son fils. Il lèguera 100 000 $ pour créer un mémorial pour Bobby, un lieu où des centaines de jeunes pourront trouver refuge s'ils se retrouvent dans une situation précaire. Ce lieu de paix existera pendant plus de 50 ans. Nathan et Richard font leur vie en prison. Nathan ouvre une école pour ses codétenus. Après 6 ans, Richard est également transféré à Stateville et retrouve son ami avec qui il travaillera à l'école. Mais en 1936, Loeb est tué en prison, poignardé 56 fois par un codétenu à seulement 30 ans. Officiellement, c'est à la suite d'une tentative de viol, mais
Personne n'y croit, et la vraie raison ne sera jamais connue. Nathan, lui, reste en prison 33 ans. Il devient un modèle de réinsertion, travaille à la bibliothèque, à l'école, participe à des programmes. Il est libéré sur parole en 1958 et s'installe à Porto Rico. Il travaille dans un hôpital et écrit ses mémoires ainsi qu'un livre sur l'ornithologie. Il y épouse également une femme en 1961, mais décédera 10 ans plus tard, en 1971, à l'âge de 66 ans. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, cette affaire questionne. Pas pour la cruauté du crime, mais pour ce qu'elle raconte. Deux jeunes hommes bien nés, intelligents, ont tué pour affirmer leur soi-disant supériorité, parce qu'ils croyaient qu'ils le pouvaient. La richesse peut-elle alors vraiment pervertir les esprits les plus brillants? Ils avaient tous les privilèges, mais ils avaient oublié qu'ils n'étaient pas au-dessus des lois. Il reste encore tant d'autres histoires à vous raconter. Alors, pour ma part, je retourne dans mes dossiers pour vous les préparer.